Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Haloud Maoudi. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce grand dialogue où nous allons parler du premier tour des législatives 2020 au Mali qui a eu lieu aujourd'hui. Les bureaux de vote devraient être fermés à 18h, un faible taux de participation. Des candidats enlevés, des bureaux de vote non ouverts ou saccagés, dénoncent certains observateurs. Ceux-ci regrettent aussi la non-disponibilité ou le non-respect des mesures sanitaires nécessaires pour éviter d'être contaminés par le coronavirus dans certains bureaux de vote. Quel est le bilan donc de ce premier tour? Le grand dialogue de Studio Tamani pose le débat et nous avons deux invités dans ce studio. Il s'agit de Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections et la bonne gouvernance, Souleymane Dey, constitutionnaliste, professeur à l'Université de Bamako, et d'autres acteurs interviendront au cours de ce débat. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le grand dialogue. Au cours de ce premier tour des législatives, des incidents ont été signalés à Bamako comme à l'intérieur du Mali. Nous allons d'abord écouter Adama Amadou Haïdara qui va nous parler de quelques incidents à Bamako. En commune 1 du district de Bamako, notamment au quartier Bangoni, certains bureaux de vote ont ouvert à 13h. Selon des responsables sur place, cette situation s'explique par l'installation tardive des tentes en guise de bureaux de vote. Dans la même commune, à Doumanzana, au lycée Filidabo Sissoko, il y a eu des disputes entre jeunes et forces de l'ordre. En commune 2, les bureaux de vote dans plusieurs centres ont ouvert en retard. Selon les informations recueillies sur place, cela s'explique par le retard dans la mise en place des matériels électoraux et l'absence de certains agents électoraux. Dans le plus grand centre de la commune 3 à de Bamako, 6 à Ntomi-Korobougou, le vote n'a pas commencé à 8h comme prévu. Le président du centre explique qu'il a dû procéder à un remplacement des présidents de bureau de vote qui étaient absents. Pas d'incident majeur en commune 4. Cependant, ce que déplorent les responsables des centres de vote est le manque d'affluence. En commune 5, au groupe scolaire B de Bakodji-Koroni, des jeunes ont été arrêtés dans le centre avec des spécimens à l'image de certains candidats. L'absence de la liste électorale et la liste d'émargement ont fait que 2 bureaux n'ont pas ouvert à temps en commune 6 du district de Bamako, précisément au groupe scolaire de Magnambougou Projet. Dans d'autres centres de la même commune, certains assesseurs ont été remplacés. D'autres incidents ont été également signalés dans les régions à l'intérieur du pays. Sekou Gadigo nous en dit plus. 6 candidats auraient été enlevés par des groupes armés au cours de ce processus électoral, selon l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. Mais selon son président Ibrahima Sango, difficile de donner plus de détails sur ces rapts à ce stade. Il faut signaler cependant que le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, enlevé mercredi dernier dans le cercle de Niafenke, est toujours aux mains de ses ravisseurs. Le président de l'URD est retenu avec plusieurs membres de son équipe de campagne. Toujours dans la circonscription de Niafenke, un président de bureau de vote a été enlevé dans la journée. À Boni, dans le cercle de Douenza, région de Mopti, des hommes armés ont saccagé le matériel électoral d'un bureau de vote. Au même moment à Kidal, les éléments de la CMA ont empêché les observateurs d'accéder à un bureau de vote, nous a indiqué l'Observatoire pour les élections. Dans la région de Ségou, précisément à Djoura et Farako, des sources indiquent que les opérations de vote ont été interrompues à Souba et dans la commune de Belen. Docteur Ibrahima Sango, aujourd'hui, les élections législatives, le premier tour, s'est tenu au Mali. Quel est le bilan de ce scrutin? Bon, on ne peut pas tirer le bilan tout de suite. On va attendre de voir compiler toutes les données qui sont remontées par les différents observateurs. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous avons déployé, dans le cadre d'une synergie avec d'autres organisations de la société civile et avec la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, près de 1500 observateurs sur le terrain. Et ces observateurs couvrent les 49 cercles du Mali et les 6 communes du district de Bamako. Ce qu'on a remarqué, c'est la faible affluence par rapport au bureau de vote. Parce que quand vous prenez le taux de participation, aux environs de 16 heures, ce taux était de 17%. Bon, on estime que entre 16h et 18h, ça va monter un peu, mais la faible influence a été vraiment constatée. Les dysfonctionnements aussi, les incidents ont été remarqués, parce qu'aujourd'hui,
dans plusieurs localités, notamment au centre et puis au nord. Et dans les villages des hameaux de Bankas, les gens n'ont pas voté. Et ils ont eu peur des groupes armés qui les menaçaient. Quand on prend aussi le nord, surtout les cercles de Niafunke et le cercle de Diré, il y a eu beaucoup d'incidents et des présidents des bureaux de vote ont été tabassés, des agents électoraux ont été tabassés. Et on note aussi qu'à Menaka, des agents électoraux ont été enlevés par les groupes armés. Et il y a même un observateur de la COSEM qui a été enlevé. Donc un peu partout, il y a eu des dysfonctionnements. Sinon, par rapport au démarrage des opérations de vote et puis par rapport à la disponibilité du matériel électoral, on a un taux de satisfaction d'environ 80%. Souleymane Dé, que pensez-vous de ce bilan? Que pensez-vous de la tenue des élections de ce premier tour au Mali? Alors, permettez-moi de dire bonjour et bonsoir à tous vos téléspectateurs et auditeurs. Je vais associer ma voix à ce que Sango vient de dire. En fait, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Pour nous, ce processus électoral est très mal parti. Dès le départ, on n'a pas cessé de dénoncer déjà la situation extrêmement difficile, intenable de nos autorités à vouloir coûte que coûte aller à ces élections. Je tiens pour juste mot que vous savez que extraordinairement nous organisons ces élections-là dans un contexte inédit d'état d'urgence. Le Mali est encore en situation d'état d'urgence sanitaire, de couvre-feu. Je ne me rappelle pas dans l'histoire de l'humanité, en tout cas du monde entier, je ne parle pas de la Syrie, on voit ce qui se passe, je ne parle même pas de la Libye, mais je ne vois pas dans un état dit démocratique ce qui se passe au Mali aujourd'hui, que cela s'est reproduit dans un passé, étant dans cette condition-là. Encore une fois de plus, je dis mal parti parce que nous sommes juristes et c'est sur le terrain du droit que nous voulons nous prononcer. Or, depuis le début, on a foulé le droit au pied et on a mis la politique au-dessus et nous sommes dans une situation où on peut même se permettre de dire que l'état d'exception dans lequel est notre pays ne prête pas à aller pour la défense du droit. C'est pour cette raison que je dis, je viens sur ce plateau, mais en toute honnêteté, et si on veut être honnête avec soi-même, c'est que ce processus électoral n'est pas un processus qui s'inscrit dans le cadre juridique. Et je m'en vais même le dire jusqu'à un moment donné où si nous voulons par extension, on se rend compte qu'on va dans une élection où même il y a une absence d'opposition, qu'on peut dire. C'est vrai que ça et là, il y a certains partis qui se réclament de l'opposition, mais on l'a dénoncé un temps, les alliances contre nature, l'inapplicabilité de l'article 83 de la loi électorale où on a expliqué qu'on ne peut pas comprendre comment opposition, majorité se trouvent sur les mêmes listes et comment est-ce que les assesseurs seront désignés et comment est-ce qu'on va assurer la sincérité du scrutin. Jusqu'à aujourd'hui, la balle qui est dans le camp de la Cour constitutionnelle, je vois très mal que quand on regarde les dispositifs juridiques, on se rend compte qu'une élection a besoin quand même d'observateurs. Dieu merci, on a la POSIM, on a aussi un autre grand groupement d'observateurs au Mali qui sont sur le terrain, à l'exception des observateurs nationaux. On n'a pas d'observateurs de la sous-région, de l'Union européenne, des Nations Unies, alors qu'on a des instruments juridiques qui indiquent clairement que pour aller à des élections apaisées, acceptables pour tous, il faut qu'il y ait des observateurs internationaux. D'autant plus qu'on a dit de façon très claire qu'il est particulièrement important que la période électorale se déroule sans violence ou sans intimidation. Et on va y revenir. Docteur Sango, est-ce qu'il y avait des observateurs internationaux? Bon, nous avons rencontré des observateurs internationaux comme l'Union européenne qui ont envoyé 2 observatrices ici sur place pour voir le processus électoral, comment ça se passe. Mais c'est à cause de la maladie à coronavirus que beaucoup d'observateurs n'ont pas pu faire le déplacement. Sinon, ils étaient annoncés, les présidents des observateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO et puis d'autres groupes d'observateurs qui étaient annoncés. Mais à cause du coronavirus qui a fait que les frontières sont aujourd'hui fermées, donc il n'y a pas assez d'observateurs sur le terrain. D'accord. Est-ce que les élections ont pu se tenir partout au Mali aujourd'hui? On peut dire dans tous les chefs-lieux de cercle et puis dans toutes les communes du Mali, les élections se sont tenues. Mais c'est par rapport au village, au hameau, que la situation est un peu différente. Par exemple, à Kidal, tous les cercles de Kidal ont tenu l'élection à Kidal-Ville. Ça, c'était un fait qui est là parce qu'avec le déplacement des populations, que ce soit Tessalit, que ce soit Bibara, ils ont tous tenu leur élection à Kidal-Ville. Ça aussi, c'est une autre équation par rapport à ça, non pas au niveau du chef de cercle, mais au niveau de la région. C'était pareil pour la présidentielle en 2018. Il semblerait qu'il y a plusieurs localités où les élections n'ont pas pu avoir lieu, où des bureaux de vote n'ont pas été ouverts, où des bureaux de vote ont été saccagés.
Bien sûr, ça c'est surtout le centre. Quand on prend le centre, même la commune de Secours à Mopti, il n'y a pas eu d'élection parce que la population a eu peur. Ils disent si elles sortent pour aller aux élections, après l'armée va quitter, les forces de l'ordre vont quitter et elles auront affaire à des groupes armés qui leur ont interdit d'aller aux élections. Donc c'est un peu partout dans le centre. Il y a eu, et puis même dans la région de Ségou, il y a certaines zones où les gens n'ont pas voulu participer volontairement aux élections parce que les groupes djihadistes sont là. Il y a la terreur qui règne sur les personnes. Ce n'est pas tellement à cause de la maladie à coronavirus, mais à cause aussi de la peur des groupes djihadistes, des groupes terroristes qui sont là, qui menacent les populations pour leur dire de ne pas aller voter. Dans le secteur de Niafunké, c'est pareil. Dans le secteur de Diré aussi, c'est pareil. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que même dans le sud, où il n'y a pas tellement cette menace terroriste, il y a le fait que la population n'est pas sortie. Parce que si on se réfère à 2018, la crise post-électorale de 2018 jusqu'en 2020, on a vu que l'opposition et la majorité ont refusé de se donner la main. Et puis subitement, avec les élections législatives, l'opposition et la majorité sont sur les mêmes listes. Donc ça a créé un sentiment de dégoût auprès des populations qui ont décidé aussi de ne pas aller voter. Alors que cette population avait l'occasion d'aller voter quand même et puis d'imposer leur choix. Mais le fait de ne pas accepter même d'aller aux urnes, ça aussi c'est une autre équation. Vous avez parlé de Kidal et le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Kidal est en ligne. Bonsoir, monsieur Issouf Silla. Bonsoir. Alors, parlez-nous du bilan de la tenue de ce premier tour à Kidal. Bon, pour cette première journée du scrutin législatif, on peut dire qu'il a été une réussite au niveau de notre région. Parce que les élections se sont tenues pratiquement dans tous les cercles. Seulement, il y a les cercles de Tineseko et Abebra qui ont été délocalisés à Kidal. Les élections ont eu lieu sur place à Tissali, Tadjalao, Katil Sahem. Donc, tout s'est passé dans le calme, malgré quelques incidents par-ci, par-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces incidents? Bon, comme incident, on peut parler un peu de petits problèmes d'organisation, et puis des petits problèmes de compréhension même du rôle. Monsieur Silla, est-ce que vous pouvez nous donner plus? Monsieur Silla, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Problème d'organisation comme quoi? Problème de compréhension par rapport à quoi? Voilà, problème d'organisation en ce sens qu'il y a des électeurs qui ont des problèmes à retrouver leur bureau de vote. Parce qu'il y a des bureaux de vote qui devaient sortir un peu en dehors de la ville, qui ont été ramenés au niveau de la ville. Donc ça crée un certain brouillard. Donc il y a des électeurs qui ne parviennent pas à retrouver leur bureau. Ensuite, par rapport même aux cartes d'électeurs, il y a des électeurs qui nous ont confirmé qu'ils n'ont pas pu retrouver leur carte sur le bureau de vote. Malgré qu'ils ont retrouvé leur bureau de vote, ils ont trouvé que leur carte n'était pas sur place et ils n'avaient pas pu la retirer avant. Bon, ensuite, par rapport aux délégués des candidats, souvent, par rapport à la relation qu'il doit y avoir entre eux et les autres membres du bureau, il y a souvent incompréhension par rapport au rôle du délégué du candidat. Il doit au moins vérifier la conformité de la carte par rapport à l'électeur. Donc souvent, c'est des rôles qui ne sont pas bien maîtrisés par les membres du bureau, qui amènent souvent des conflits entre eux. Donc on a relevé ces cas-là. Ensuite, par rapport aux mesures de protection contre la pandémie coronavirus présentement dans le monde, voilà, il faut reconnaître que les dispositions n'ont pas été prises dans tous les bureaux de vote. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Et à ce stade, quel est le taux de participation à Kidal? Le taux de participation, nous sommes en ce moment, nous attendons en ce moment les résultats du vote. Nous sommes au niveau de la commission de centralisation. Nous attendons que les présidents des bureaux de vote nous ramènent leurs urnes. Nous allons faire la centralisation au niveau du gouvernement ici. Et en ce moment, nous allons avoir un taux de participation. Mais ce qui est sûr, à partir de l'observation que nous avons, ce qui est sûr, il y a une forte mobilisation de la population. Alors, approximativement, à quoi peut-on s'attendre? À combien comme taux de participation? Bon, en tout cas, plus
de la moyenne quand même. La moyenne, c'est-à-dire plus de la moyenne. Plus de la moyenne, plus de 50%. Plus de 50%. Alors, ces élections à Kidal ont été sécurisées par qui? Ça a été sécurisé par la SEMA. La SEMA, même avec la présence de l'armée malienne? Oui. Même avec la présence de l'armée malienne, ces élections ont été sécurisées par la SEMA? Oui, les élections ont été sécurisées au niveau de tous les bureaux par la SEMA. D'accord. Souleymane Dey, que pensez-vous de cette situation, ces élections qui ont été sécurisées à Kidal par la SEMA, même avec la présence de l'armée malienne dans la région? Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Notre présence sur le plateau est pénible parce qu'on n'est plus dans les droits, comme je l'ai dit. Dans un État, il n'y a qu'une seule armée régulière et républicaine. Et c'est les forces armées du Mali. Et en aucun cas, il n'est acceptable que ce soit la SEMA, encore aujourd'hui, qu'on a pu déployer l'armée reconstituée à Kidal, qui assure la sécurité des bureaux de vote et autres. Donc c'est déjà une faute extrêmement grave et on ne sait pas du tout sur quoi ça va déboucher. Ce que je voudrais dire encore une fois de plus, vous savez très bien qu'on a un observateur sur le plateau ici. Les résultats électoraux sont surveillés dans le cadre de la conférence de la sécurité et dans le cadre de la conférence de sécurité et de la coopération, par exemple, de l'Union européenne. Et nous savons très bien que le document que nous avons tous utilisé, qui est le document de Copenhague dans son article, enfin dans son paragraphe 6, on sait également que la volonté du peuple exprimée librement et équitablement dans le cadre d'élections périodiques et honnêtes est le fondement de l'autorité et de la légitimité de tout gouvernement. Vous savez que l'élection d'un député, c'est extrêmement important dans la vie d'une nation. Ce sont les représentants de la nation. Il faudrait que ces représentants de la nation jouissent un minimum, soit-il, de légitimité. Or, ce qu'on entend par là, Kidal, ce n'est pas un État à part. Kidal, c'est le Mali. Le scrutin n'est pas sécurisé par l'armée, mais c'est sécurisé par la SEMA, malgré tous les dispositifs textuels par rapport à l'accord qu'on a. Et ça, c'est au vu également de l'aménagement qu'il faut ici interpeller, parce que c'est quand même incroyable que même le dispositif qu'on a à travers l'accord qui assure à l'armée de pouvoir jouer pleinement son rôle sur le terrain et conformément au calendrier, à l'agenda de mise en route, que encore l'aménagement, au moins est sur le terrain, puisse observer que ce soit la SEMA qui assure, ça nous pose un problème. Et il a souligné également que les mesures de protection contre le coronavirus n'ont pas été appliquées. Écoutez, ça c'est partout au Mali. On peut nous sortir tout ce qu'on veut. On a des parents sur le terrain, on a tout le monde sur le terrain. Nous, on a donné des conseils depuis très longtemps, on a parlé. Sur cela, je ne vais même pas me prononcer. On sait exactement ce qui s'est passé. Des Cailles à Kidal, c'est ça et là qu'on avait ces dispositifs sécuritaires en matière de lutte contre, bien sûr, le coronavirus. Sinon, nulle part, on a respecté les dispositifs. Les usagers les électeurs n'avaient pas de gants, les assesseurs n'en avaient pas. On a même vu quand même, même le président de la République a trempé son doigt dans l'encrier là. Vous savez, vous imaginez l'encre indélébile. Prenez tous les dispositifs sécuritaires que vous voulez, mais si chacun doit tremper son doigt dans l'encre indélébile, vous imaginez quand même que c'est en tout cas une source de propagation de la maladie. En revenant sur le droit surtout, et ce dernier point, vous savez que ce qui est incroyable, c'est le décret ayant convoqué le collège électoral. Ce décret nous a visé la loi 2012, bien sûr, du 2 mars 2012, portant circonscription administrative en République du Mali. Cette loi, elle est bien précise. Et la loi électorale au Mali nous dit que ce sont les cercles qui sont des circonscriptions électorales. Or, avec Bougouni, Djoïla, Kita, même si Kita n'a pas encore son gouverneur, qui ont des gouverneurs aujourd'hui, donc qui sont passés du statut de cercle à région, on voit mal comment est-ce qu'on a pu maintenir ces mêmes circonscriptions comme étant circonscriptions électorales alors qu'elles sont passées régions. En regardant même Menaka et Taoudeni, et on va y revenir sur cette question de malheureusement... droit. Alors, Souleymane Dey, il semblerait qu'à Kidal, il y a des observateurs qui n'ont pas eu accès au bureau de vote. Bien sûr, nous avons des observateurs qui n'ont pas eu accès. Et c'est ça aussi le drame dont on parle à Souleymane Dey. Parce que les observateurs du POSIM, il y a 3 observateurs du POSIM qui se sont vus refuser l'accès du bureau de vote à Kidal 1. Pour quelle raison? Le BV 036 40 à Gabo et BV 021 Kidal, parce que la SEMA dit qu'ils n'ont pas l'ordre de mission de la SEMA, alors que les observateurs sont accrédités par la CENI. Donc quand on a l'accréditation de la CENI, automatiquement on est accrédité, mais la SEMA les a refusé l'accès, et cela pose des problèmes, parce qu'il y a l'accord pour la paix et la réconciliation, mais il y a l'armée reconstituée qui est à Kidal. Aujourd'hui à Kidal, à Tombouctou et partout, c'est l'armée reconstituée qui doit faire la sécurisation du processus électoral, et non des groupes armés. Ça, c'était un fait. Bon, par rapport au taux de participation de Kidal, je voudrais dire un mot, parce que dans l'histoire, depuis 1992 jusqu'à présent, c'est que le
nord vote plus que le sud. Ça, c'est un fait connu. Il y a des taux très élevés au nord du pays, mais au sud, il n'y a pas de taux très élevés. Mais encore, de 92 à aujourd'hui, le taux de participation aux élections législatives n'a jamais atteint les 50%, même les 40%. Ça n'a jamais atteint les 40%. Quand on se réfère à 92, c'était 21%, le taux de participation nationale. En 97, c'était 21%. Et quand on prend 2002, c'était 23%. Et en 2007, c'était autour de 33%. Et puis en 2013, où il y a le plus fort taux de participation, c'est aux alentours de 38%. Donc le taux de participation pour l'élection des députés n'a jamais atteint au Mali le taux de 40%. Et c'est un défi majeur parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Mais je voudrais répondre aussi sur l'aspect MINUSMA qui est là. Nous, au cours de notre débat, nous avons dit que la MINUSMA est là, mais par rapport même aux élections, la MINUSMA a le devoir d'accompagner les organisations de la société civile à viser sur la question électorale. Pour les questions de sensibilisation, d'éducation civique, mais on n'a pas vu la MINUSMA. Et même pour l'observation électorale, on n'a pas vu la MINUSMA. Donc ça pose des problèmes et ça rajoute à la confusion qui est née un moment au centre du pays où les populations voulaient chasser la MINUSMA. Parce que quand on ne comprend pas très bien les agissements des uns et des autres, ça pose problème. D'accord. Monsieur Sidla, rapidement, est-ce que vous confirmez cela, qu'il y a des observateurs qui n'ont pas eu accès au bureau de vote à Kidal? D'accord, alors Monsieur Silla n'est plus en ligne. Et en attendant de joindre Mamoudou Bokoum, journaliste à la radio Kaoural de Mopti, je reste avec vous, Souleymane D. Aujourd'hui, est-ce qu'on a Sango, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ont été enlevées, puisqu'on parle des candidats, on parle d'observateurs, on parle également de certains citoyens au cours de ce processus électoral? Pas seulement enlevées, mais des personnes qui ont perdu la vie, parce qu'un camion a sauté sur une mine à Gourko, dans le cercle de Niafunke, ça a fait 9 morts. Donc ça, il y a eu des morts pendant ces élections législatives. En termes de personnes enlevées, avant le déroulement du vote aujourd'hui, pendant la campagne électorale, beaucoup de candidats ont été enlevés. Et les gens, aujourd'hui aussi, ont continué d'être enlevés. Il y a à peu près une vingtaine, sinon une trentaine de personnes qui ont été enlevées par les groupes terroristes. Cela, quand on ajoute aussi les personnes menacées, quand on vous dit il y a des villages où il y avait tout le matériel électoral, les personnes voulaient aller voter, mais à cause de la menace djihadiste, les personnes ont refusé d'aller voter. Ils ont dit à l'administration, prenez vos matériels, nous on ne vote pas. Donc il y a une certaine psychose qui s'est installée dans le centre du pays et dans le nord du pays par rapport aux élections qui a empêché les populations de voter librement. Par rapport au nombre, peut-on avoir une idée? Bon, pour les candidats, parce que les candidats, la personnalité, il y a le chef de file de l'opposition qui a été enlevé, ça on le sait, qui est candidat. Il y a d'autres candidats aussi qui ont été enlevés. Ça tourne autour d'une vingtaine de personnes qui ont été enlevées, qui sont des candidats qui sont concernés directement par le scrutin, des candidats, des représentants des autorités municipales. Il y a des chefs de village, des conseillers de village, des maires qui ont été enlevés. Donc tout ça, si on fait le nombre, ça peut atteindre une vingtaine de personnes. D'accord. Mamoudou Bokoum, vous êtes journaliste à la radio Kaoural de Mopti. Pouvez-vous nous faire le point sur le déroulement du scrutin à Mopti? Eh bien, au niveau, de façon générale, le taux de participation a été faible, en tout cas, selon ce que nous avons constaté. Quand tu prends toute la région de Mopti, précisément d'abord dans le cercle de Mopti où je me trouve, à part le chef-lieu des cercles et des communes, beaucoup de villages n'ont pas pu voter. Et dans certains villages également, par exemple à Fatoma, où les communes de Bassirou et de Kounari ont été transférées pour effectuer le vote. Quand on va à Guinée, vous savez, comme on l'a dit déjà sur Studio Tamani, les militaires qui accompagnaient quand même les matériels électoraux ont été attaqués. Selon les informations dont nous disposons, il y aurait même un véhicule qui est emporté. Donc là-bas, on ne peut pas parler de vote. À Douanza, dans le cercle de Douanza, à Boni, ils l'ont dit, les matériels ont été saccagés, mais dans les zones de Mondoro et autres, on ne peut même pas parler d'élection là-bas. Par exemple, en venant vers Bankas, là-bas aussi, c'est seul le chef-lieu du cercle a voté et quelques villages. On s'est renseigné au niveau des Baïs, Pissa, là aussi, les matériels étaient venus, mais c'était très difficile. Les gens avaient la peur au ventre pour effectuer leur devoir civique. Alors, c'est pour vous dire que après toutes ces peurs-là, mais on a supposé qu'à Yuarou, ça allait mieux, mais là-bas, malheureusement, c'est seule la ville de Yuarou qui a voté
et quelques villages selon ce que nous avons appris. Et là, on a reçu des infos après qui nous disent que ces villages aussi, vraiment, ils se sont abstenus, ils n'ont pas voulu aller voter à cause de cette insécurité. Donc, à Ténenkou également la même chose. Malgré la présence d'un détachement militaire à Togéré-Koumbé, on a vu que le vote n'a pas eu lieu dans cette localité. Donc, Banyangara a eu un peu de vote par rapport aux autres, mais Kourou, n'en parlons pas. Beaucoup de villages n'ont pas pu voter. Vraiment, ça a été beaucoup de bureaux qui sont restés fermés dans la région de Mopti et l'affluence qu'on a remarqué, vraiment, elle était timide, mais vers les alentours de 17h30, 18h, les gens, en tout cas à Mopti, ont commencé à venir petit à petit. Je crois qu'ici par là, le taux va monter un peu. Est-ce que des mesures sanitaires ont été prises pour la tenue de ce scrutin? Les mesures sanitaires ont été annoncées au début, le matin, à notre premier passage, il y avait des bureaux des centres qui n'en avaient pas. Vers l'après-midi, on a vu devant quelques centres. Par exemple, j'ai vu dans un centre où le chef de bureau, le président du bureau même a payé son gel hydroalcoolique. Il a amené également son kit de lavage de mains. Donc, c'est pour vous dire que c'était des promesses. Il y en a eu quelques-uns devant quelques bureaux, mais tous les bureaux de vote n'ont pas eu leur kit, leur kit sanitaire. Merci Mamoudou Bokoum. Alors Souleymane D sur Facebook, il y a Zoumana Koulibaly qui demande quel crédit pouvons-nous accorder aux résultats de telles élections qui, en plus d'un taux qui sera le plus bas selon lui, ont été émaillés d'enlèvement. Oui, en fait, c'est ce qu'on a dit. Juridiquement, qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est que oui, l'article 165 de la loi électorale quand même explique et précise que la Cour constitutionnelle doit évaluer le processus électoral. Autrement dit, les opérations de vote. Parce que l'article 165, bien sûr, s'applique aux opérations de vote. Et qui explique que la Cour doit veiller à regarder si le scrutin n'a pas été entaché d'irrégularité à la nature grave et bien sûr pouvant entacher même la sincérité du scrutin. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de dire que ces scrutins sont déroulés, bien dit, dans de bonnes conditions? Je l'ai dit dans mon propos, un État qui décrète l'état d'urgence sanitaire, le couvre-feu, 6 candidats enlevés, une vingtaine de candidats enlevés, une vingtaine de personnes enlevées, si on parle de tous les acteurs du processus électoral. Non, ces résultats ne seront ni crédibles, ni sincères, et surtout quand cela s'ajoute la sécurisation des opérations de vote par la SEMA, qui, bien sûr, constitue un groupe armé dans ces pays-là. Donc oui, il y a Fousseini Doumbia qui demande, est-ce qu'il y a un taux de participation à atteindre forcément pour que l'élection soit validée? Malheureusement, non au Mali. Je dis bien, malheureusement, non au Mali. On voit bien que ce taux est respecté dans certains pays où on demande minimum 50%, sinon le scrutin est annulé. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Mali. Ce qui est vrai, c'est que nous nous en tenons à notre constitution qui dit que la Cour constitutionnelle assure et veille sur la régularité des élections législatives. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, pouvons-nous dire que ces élections se sont déroulées de façon régulière? Maintenant, c'est toutes les phares qui sont braquées sur la Cour constitutionnelle. Justement. Parce que je vais vous donner la parole tout à l'heure. Docteur Ibrahima Sango, est-ce que vous partagez l'avis de Souleymane D quand il dit qu'on ne doit pas s'attendre à des résultats crédibles et sincères par rapport à la tenue de ce premier tour des législatives au Mali? Bon, nous n'allons pas nous processer tout de suite parce que nous sommes en train de préparer une déclaration que nous allons faire demain à 14h pour nous prononcer sur le scrutin. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'incidents, beaucoup de dysfonctionnements. Si on voit même comment ces élections sont organisées, Dé parlait tantôt du décret qui a convoqué le collège électoral. Alors il y a beaucoup de failles. Quand on voit même l'élection des députés, les élections législatives, c'est chaque 5 ans. On a prolongé le mandat de 6 ans. Anticonstitutionnel, la Cour a accepté. On a prolongé encore de 11 mois, la Cour a accepté. Donc même le décret de convocation qui ne devrait pas passer, la Cour a accepté. Si on voit aussi le mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle pendant les opérations de vote, normalement, les délégués de la Cour constitutionnelle doivent être de l'ordre administratif ou judiciaire. Mais c'est les jeunes de CNJ ou bien c'est d'autres jeunes qui on prend pour voir comment les opérations électorales se déroulent. Tout cela, c'est une faiblesse dans le système. Et la Cour va se prononcer sûrement, mais
nous, on va évaluer et puis demain, on va pouvoir dire quelque chose par rapport à ces élections. Est-ce que ces insuffisances devraient être une raison pour invalider ces élections selon vous? Bon, les validations, ça c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais par rapport au taux de participation, nous disons qu'en amont, il y avait beaucoup de travail à faire qui n'ont pas été fait, notamment la sensibilisation, l'éducation civique des électeurs. Et justement, sur Facebook, Bakary Dambélé demande qui est à l'origine de ce bilan, s'il est faible, dont je trouve insatisfaisant, dit-il, le gouvernement ou le peuple malien lui-même. Non, c'est le gouvernement en premier lieu, parce que c'est le ministère de l'administration qui organise les élections. Quand le ministère annonce un budget de 16 milliards ou de 19 milliards pour l'organisation des élections et que le gouvernement ne prévoit rien pour la sensibilisation des électeurs, la formation des électeurs, ça pose problème. On sait que les partis politiques bénéficient de l'aide de l'État, l'aide publique de l'État pour sensibiliser, pour informer, pour éduquer, mais toutes les conventions internationales, si je prends le protocole additionnel de la CEDEAO, la déclaration de Bamako, la Charte africaine des droits de l'homme, tout disent que l'État a l'obligation d'apporter une aide et une assistance aux organisations de la société civile pour sensibiliser et éduquer la population. Parce qu'on sait qu'au Mali, la population qui est francophone, c'est 17%. Suivant le recensement de 2015, 17% de la population est francophone. Donc toutes les autres langues qui doivent rentrer dans la communication électorale ne sont pas utilisées. Alors que c'est les organisations de la société civile qui doivent les utiliser. Et ni les partenaires techniques et financiers de manière suffisante, ni le gouvernement le gouvernement n'en parle même pas, n'aide les organisations de la société civile. Et cela fait que quand les populations ne se sentent pas concernées, les populations ne sortent pas pour aller voter. Sekou Maïga, journaliste à la radio Issaber de Niafenke est en ligne. Bonsoir Sekou. Bonsoir. Alors, à Niafenke, l'enlèvement d'un des candidats, notamment du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a été signalé. Est-ce qu'à ce stade, on a des nouvelles par rapport à cet enlèvement? Jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas d'informations fiables par rapport donc, à l'enlèvement du candidat Soumaïla Cissé. Selon également donc, les responsables de la commune où il a été enlevé, donc des négociations sont en cours pour qu'il revienne très rapidement à la maison. Mais pour l'instant, nous ne pouvons absolument rien dire par rapport à cela. Et concernant le déroulement du scrutin à Niafenke, qu'en est-il? Le taux de participation va être faible dans le secteur de Niafenke puisque sur les 355 bureaux de vote pour l'ensemble du secteur de Niafenke avec 43 835 électeurs, seul au niveau donc, des 8 lieux de commune, nous avons pu assister donc, à des votes réguliers, notamment dans certains chefs-lieux de commune où nous avions 2 bureaux, 3 bureaux, et à Niafonkeville où nous avions 14 bureaux de vote pour l'ensemble donc, du secteur de Niafenke. Ici, dans le secteur de Niafenke, il faut signaler que dans beaucoup de villages, les notables eux-mêmes ont demandé à ce que les agents électoraux plient bagage et retournent de peur de représailles après le vote. En ce moment, nous pouvons dire que sur l'ensemble donc, des 14 bureaux de vote de Niafonke qui font 6804 inscrits, seuls quelques bureaux ont pu assister en tout cas à une affluence jusqu'aux environs donc, de 14h temps universel. Juste après, en début d'après-midi, aux environs de 16h, pratiquement le centre Amadou Sankari de Niafonke était vide. Nous pouvons dire également que côté santé, des mesures sanitaires ont été prises au niveau du groupe Amadou Sankari, qui n'a qu'une seule porte d'entrée où il y avait un contrôle sanitaire et une obligation de pouvoir également se traiter les mains avant de pouvoir donc rentrer donc dans l'enceinte donc du groupe scolaire qui abrite les 14 bureaux de vote. Nous déplorons également l'enlèvement du président du bureau de vote de Kalandia et aussi des habitants de Niafonke dont certains ont voté ce matin ici et ont pris un véhicule en direction de Mopti et ce véhicule civil a sauté sur une mine faisant 9 morts. D'accord, merci beaucoup Sekou Maïga Souleymane Dié. Avec ces enlèvements, notamment celui du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, vous estimez que les élections devaient être reportées. Et il y a Soumaïla Bolozogola sur Facebook qui vous pose une question. Il dit, est-ce que le président de la République pouvait gérer le pays par ordonnance et dissoudre l'Assemblée nationale? Bien sûr. En fait, je ne parle même pas de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il n'avait même pas besoin de dissoudre l'Assemblée nationale, sachant très bien que la prorogation allait prendre fin au demain. Non, on peut bel et bien gérer les pays par ordonnance. La loi d'habilitation au Mali, c'est l'article 74 de la Constitution, permet au président de la République de pouvoir légiférer par ordonnance. On pouvait le faire. Mais comme on l'a dit dès le départ, le problème du Mali est un problème politique. Il lui appartenait de réunir la classe politique, de se mettre d'accord compte tenu de la situation sécuritaire. D'ailleurs, au passage, on le précise. Pour nous, l'enlèvement de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, à lui seul,
Je ne dis pas qu'il vaut mieux que les autres candidats, mais je parle de la stature de l'homme. Il a été 3 fois challenger pour les élections présidentielles dans ces pays, et c'est le chef de file de l'opposition. Son enlèvement à lui seul était suffisant pour indiquer bien sûr la nature sécuritaire de notre pays. Nous ne sommes pas en sécurité, la situation sécuritaire n'est pas maîtrisée, et encore une fois de plus, il faut le dire à l'auditeur qui a envoyé le message, que oui, le président de la République pouvait gérer le pays par ordonnance, il fallait qu'il s'entende sur la formule, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour y aller. Donc ça n'a pas été fait, c'est une insuffisance malheureusement qu'on décrit. Et Yaya Traoré vous pose une autre question, il dit l'article 33 de la Constitution qui stipule si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection. Alors certains internautes selon lui disent que cet article concerne uniquement l'élection présidentielle, par contre d'autres parlent des élections législatives. Non, est-ce que ça concerne les élections législatives? L'article 33 concerne uniquement l'élection présidentielle, pas par les élections législatives. Encore une fois plus, je dis, la question de bon sens devait prévaloir. Le bon sens en la matière, c'était de reporter ces élections et de ne pas y aller. Docteur Sango, êtes-vous d'accord avec Souleymane Dé sur ce point, le report des élections? Bon, je ne suis pas tellement d'accord avec lui pour le report des élections, mais je voudrais dire que... Même avec ce taux de participation? Non, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, et pour nous, beaucoup de choses devraient être faites qui n'ont pas été faites. Quand on prend le premier report de 6 mois, le deuxième report d'une année, normalement, les députés même qui étaient à l'Assemblée nationale devraient s'atteler à la relecture de la loi organique. Parce que quand on voit la loi organique, c'est 47 députés, c'est sur la base d'une population malienne de 9 800 000 habitants. Aujourd'hui, le Mali, c'est à 20 millions d'habitants. Donc on avait dit d'aller aux réformes. Depuis 2018, on a dit, après les élections présidentielles, comme ils ont reporté de 6 mois, d'aller aux réformes électorales pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. On peut toucher la loi organique des députés sans toucher la Constitution. Donc il suffisait de relire la loi organique des députés pour qu'on ait au moins 300 députés aujourd'hui. On veut faire la Sénat, mais si on a déjà 300 députés, les populations maliennes allaient se sentir beaucoup plus représentées au sein de l'hémicycle, et ça allait faire baisser la tension et l'insécurité qui existent sur le territoire. Cela n'a pas été fait. Ils ont prolongé de 11 mois encore, rien n'a été fait. C'est comme si la classe politique et puis tous les députés ont dormi. Ils n'ont pas fait de propositions convaincantes. Donc on n'est pas parti. Le coronavirus également ne devrait pas être une raison de report. Vous l'avez tous signalé, que les mesures sanitaires n'ont pas été appliquées à hauteur de souhait avec les risques de contamination. Est-ce que le coronavirus ne devrait pas être une raison de report de ces élections? Nous ne sommes pas spécialistes de la santé, mais les spécialistes qu'on suit, ils ont édicté des mesures, et nous avons observé que sur l'ensemble du territoire, dans les 49, c'était les 6 communes du district que nous avons observées, à hauteur de 70%, les mesures sont là, existent. Donc si on suit les mesures d'hygiène, on peut s'en sortir. Mais pour les élections, le coronavirus n'est pas une menace seulement pour le processus électoral, mais aussi pour autre chose. Quand vous voyez les marchés au Mali, quand vous voyez les mosquées au Mali, tout cela, c'est des facteurs de propagation du coronavirus. Donc, nous, on se dit, gouverner, c'est prévoir. C'est le gouvernement de prendre des plans A, des plans B pour qu'on puisse aller de l'avant. Sinon, nous ne sommes pas fondamentalement contre le fait qu'il n'y ait pas d'élection et qu'il y ait une entente. Mais l'entente qui a eu lieu entre les acteurs politiques, c'est à partir du dialogue national inclusif de 2019, décembre 2019, où ils ont dit qu'il faut organiser les élections à court terme. Mais est-ce que le dialogue national inclusif a imposé cette date pour la tenue des élections? Bien sûr. Est-ce que le dialogue national inclusif devrait être une loi? Est-ce que le dialogue national inclusif, une décision prise au cours du dialogue national inclusif, doit être obligatoirement appliquée, même s'il y a des risques sanitaires et sécuritaires? C'est là où se situe le problème. Parce qu'on s'est rappelé, on se rappelle très bien qu'au moment de ce dialogue national inclusif, le gouvernement a refusé de considérer les recommandations comme étant contraignantes. Or, aujourd'hui, on entend dans les discours gouvernementaux que c'est parce que c'est le dialogue national inclusif qu'il a proposé, qu'il a bien sûr édicté qu'il faut y aller. Or, le gouvernement a refusé à l'époque. Et ça a été d'ailleurs la source du refus de participation de certains partis politiques. Donc, pour nous, ce n'est pas une question de dialogue national. La santé humaine, ou du moins la vie, est au-dessus de tout. L'humain doit être mis au-dessus de tout. Et pour nous, par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde sur cette question de Covid-19, on se rend compte que le Mali n'a pas encore pris les mesures à la hauteur du catastrophe. Est-ce que cette déclaration du président de la République par rapport au dialogue national inclusif signifie également que toutes les recommandations de ce dialogue national inclusif vont être appliquées au Mali? Bien, Sango l'a dit à un moment donné. En fait, il faut que nos gouvernants se mettent au travail. Pour moi, le débat n'est pas à ce niveau.
le gouvernement sait très bien qu'une élection législative, c'est tous les 5 ans. Quand on a fait les législatives de 2013, le gouvernement savait très bien que 5 ans plus tard, il fallait organiser les élections. Pourquoi on ne se met pas au travail dans ces pays? Après même les élections de 2018, la classe politique, enfin, en tout cas les partis politiques s'étaient mis d'accord avec le gouvernement pour baisser les tensions, pour aller à des réformes extrêmement importantes. C'était la relecture, comme Sango vient de dire, de la loi organique portant, bien sûr, statut du député, du nombre de députés, en tout cas des élections, de passer des 147 peut-être à 300. Passer par exemple du scrutin majoritaire qu'on a aujourd'hui à la proportionnelle. Beaucoup de choses avaient été dites. Mais ce qu'on n'a pas compris, ce sont ces réformes qui n'ont pas été engagées. Et je peux vous assurer, et ce n'est un secret pour personne, que quand bien même on a réussi à proroger le mandat des députés, le gouvernement, dans son conseil des ministres extraordinaire du 7 juin, nous avait sorti l'argument, bien sûr, de la situation sécuritaire. Aucun autre conseil des ministres extraordinaire n'a été fait pour nous dire qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué. Donc on ne comprend pas que lorsque nous essayons de regarder les mesures prises ça et là par le gouvernement, il n'y a pas de cohérence dans ce qui se passe sur le terrain. Alors, Aboubacar Korvayan sur Facebook demande, il dit, je voudrais juste comprendre avec tous ces risques de contamination, ils ont tenu cette élection. Si jamais après l'élection, le taux des infectés bondit, à qui la faute? Docteur Ibrahima Sango. Au gouvernement, la classe politique aussi qui a accepté d'aller aux élections. Parce que à la veille, quand on prend le discours du président de la République qui est intervenu, je pense que tous les observateurs avaient senti un semblant de report des élections. Il y a eu un conseil des ministres. Après, le ministre de l'administration territoriale s'est entretenu avec la classe politique pour voir est-ce qu'il faut reporter ou il faut maintenir. Donc, si la classe politique n'accepte pas d'aller aux élections, il n'y aura pas d'élection. Ça, c'est clair. Donc, le gouvernement peut prévoir, la Cour constitutionnelle peut dire nous publions la liste des candidats qui vont partir aux élections législatives, mais c'est encore le gouvernement et la classe politique qui doivent dire on ne va pas aux élections parce qu'il y a ceci, cela. Donc, ce sera leur faute commune. Comme leur faute est le fait de maintenir cette minorité de députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Parce que quand on prend l'Assemblée nationale, 147 députés ne reflètent pas la représentativité des Maliens. Donc et avec ce taux de participation, quelle va être la légitimité des députés qui seront élus? Je crois que tous les observateurs ont vu il y a quelques semaines des leaders qui ont pu drainer un nombre important de personnes dans la rue. Donc ça veut dire que aujourd'hui, si les députés n'ont pas la légitimité à hauteur de 51%, au moins, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas reconnus par la population. Ils ne vont pas représenter valablement les populations maliennes. Et c'est ça qui fait aussi le divorce entre les élus et la base, parce qu'il n'y a pas de légitimité forte pour les élus, et cela pose un problème de représentativité. Et les populations maliennes ne se reconnaissent pas dans les élus. Et cela pose un problème de légitimité extraordinaire à la République du Mali. Rapidement avec David Koulibaly, journaliste à la radio Djamana de Koutiala. Parlez-nous du déroulement du scrutin dans le cercle de Koutiala. Il faut dire que Koutiala a voté avec la terre au ventre aujourd'hui. Il y a quelques jours, des rumeurs de l'existence de cas de coronavirus étaient signalées dans la localité. Alors, malgré les explications et les démentis du médecin-chef du service sanitaire sur une émission de débat sur la radio Djamana, alors les gens n'ont pas massivement voté aujourd'hui à Koutiala. Alors, nous avons demandé pourquoi à quelques personnes. Et la réponse était très simple et très claire. Soit c'est le coronavirus, disons pas du coronavirus, la contamination. Donc, un faible taux de participation à Koutiala. Et est-ce que le vote a pu se tenir dans tout le cercle? Oui, le vote s'est tenu dans tout le cercle avec en tout cas, on s'attend à un taux très faible pour ces élections législatives à Koutiala. Et quelle alternative, Souleymane Dié, pour les populations au cas où, Souleymane Dié, Ibrahima Sango l'a dit tout de suite, les députés ne seront pas légitimes, représentatifs des populations? Ce n'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Le politique malien, bien sûr, aujourd'hui, s'il jouit de quelque chose, c'est du manque de représentativité et bien sûr de légitimité vis-à-vis bien sûr du peuple malien. Sango, pensez-vous que le second tour prévu le 19 avril prochain pourra se tenir? Ça, c'est le gouvernement de décider, parce qu'avec l'évolution du coronavirus, le gouvernement va aviser sûrement.
Mais nous disons encore, même s'il y a un deuxième tour qui est prévu dans 3 semaines, parce que l'intervalle entre les 2 tours, c'est 3 semaines, il faut accentuer la sensibilisation, la mobilisation sociale des Maliennes et des Maliens. Merci beaucoup, Dr Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections et de la bonne gouvernance, et Souleymane Dié, constitutionnaliste, professeur à l'Université de Bamako, qui étaient nos invités aujourd'hui. C'est la fin du programme de diffusion qui a été mis en place par Studio Tamani de 8h jusqu'à 19h, diffusé sur plus de 215 radios à travers le pays, 215 radios membres de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Vous avez suivi les programmes également sur les réseaux sociaux, sur la télé Renouveau TV, sur le site web de Studio Tamani, www.studiotamani.org. À la régie audio et vidéo, il y avait Fili Dambélé, Peting Diara, Mamadi Keïta, Mouhamadou Touré a présenté cette émission. Bravo à toute l'équipe de Studio Tamani et que la paix et la réconciliation reviennent au Mali. Studio Tamani, s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Nous accompagnons le processus démocratique au Mali. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.